Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où on va parler de full site editing. Donc, j'ai eu la chance d'être orateur sur le WordCamp Biarritz 2023, où j'ai fait une présentation en fait qui parlait de. Donc, je vais passer à la scène suivante. J'ai fait cette présentation en fait qui parlait de full site editing pour WordPress, donc Gutenberg Full Site Editing FSE pour les intimes. Et donc, j'avais envie de la refaire puisque malheureusement à cause d'un problème technique, je n'ai pas pu faire les démos pendant la présentation et en même temps, vu le temps que j'avais, c'était un peu chaud. Donc l'idée en fait c'est de refaire cette vidéo, enfin cette présentation en vidéo, avec aucune limite de temps. Bon, je vous rassure, je ne vais pas passer 2 heures non plus. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour vous. Et donc voilà, c'est parti. Donc la présentation, c'était arrêter d'écrire du PHP avec petit astérix. Je parle principalement des templates PHP, HTML, où on a tout mélangé et personnellement, je trouve ça horrible. Et donc passer au full site editing, c'est l'avenir. Donc je me présente, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Farmas Patrick, je suis développeur depuis plus de 15 ans, indépendant depuis 2016, donc je travaille pour la France et la Suisse. La Suisse c'est intéressant parce qu'on a des sites en multilangue quasiment à chaque fois, donc c'est assez cool. Et après je suis multi-techno, voilà, je fais du React, du Vue, toutes les technos modernes, du WordPress et du Craft CMS, c'est un CMS un peu moins connu mais qui est intéressant. Je suis également co-présentateur du podcast Double Slash, donc un podcast qui parle de développement web moderne. Donc je vous invite à aller voir les épisodes, si vous voulez, sur double-slash.dev ou votre plateforme de podcast préférée. Euh, on a fait juste en aparté, on a fait un épisode sur WordPress en 2023 qui est facilement trouvable sur le net, euh, en plus des plateformes. Et donc voilà, je vous invite à l'écouter, il est assez récent, là, il y a quelques mois, donc il est encore d'actualité sans problème. Alors le but de la présentation, évidemment, c'est d'expliquer en fait les bases du full site editing. Voilà, pour vous aider envie de tester, d'approfondir le sujet. Alors c'est intéressant parce que moi cette présentation, je l'ai faite, je l'ai préparée avant le WordCamp. Et durant le WordCamp, j'ai eu pas mal voilà, j'ai noté pas mal de réactions, de retours sur le FSE. Donc, je vais peut-être un petit peu approfondir un petit peu plus verbalement durant la présentation. Et puis, l'idée, c'est de surtout vous motiver en fait à ne pas avoir peur du FSE et puis sortir un premier site peut-être dans quelques mois en mode FSE. Ça peut être intéressant pour vous aussi. Alors, le rapide historique, je ne vais pas traîner trop là-dessus, mais rapide historique sur WordPress avec Gutenberg et le FSE. Donc, je rappelle qu'avant Gutenberg, notre fameux Gutenberg, l'éditeur, WordPress n'avait que TinyMCE en tant qu'éditeur de contenu. C'est-à-dire qu'on avait, quand on avait dans un post une page, on avait vraiment que cet éditeur-là qui est en image, hyper limité, pour compléter le contenu. Donc tout ce qui est colonne, etc., on oublie direct, ça n'existe pas. Ça n'est pas pris en charge. Et pour info, TinyMCE a été intégré dans WordPress 2.0. Voilà, en 2005. Donc ça fait quand même pas mal d'années, bientôt 20 ans, enfin on a 18 ans aujourd'hui là. Donc on peut dire que ça, il a fait son temps. Et évidemment, il est toujours utilisé dans une version forkée, j'y reviendrai après, de WordPress, voilà, où ils ont refusé d'utiliser Gutenberg. Donc évidemment, comme je disais juste avant, c'est trop limité pour les développeurs, développeuses et utilisateurs, utilisatrices. Il faut aussi penser souvent aux éditeurs de contenu, ce qui est une partie intéressante et importante. Donc à cause de cette faiblesse évidemment de TinyMCE, qui était assez limitée, on a vu l'apparition de différentes alternatives, donc les shortcodes évidemment que tout le monde connaît, qui sont encore valables, hein, on peut encore utiliser les shortcodes, et ça peut être utile assez souvent. Seulement c'était une mauvaise expérience utilisateur déjà si vous voulez rentrer des shortcodes, c'est déjà complexe pour un utilisateur lambda, et ensuite on avait des builders aussi qui étaient basés sur les shortcodes du style VP Backry, des choses comme ça, qui était pratique, mais derrière, déjà, c'était impossible à migrer, le code était illisible, enfin bref, c'était une horreur. Donc ça, c'est mauvaise UX. Évidemment, on a la technique avec ACF, donc ACF, Advanced Custom Field, qui est très utilisée, qui est encore très utilisée par les agences. Je l'utilise aussi moi-même pour certaines fonctionnalités. On a une fonctionnalité dans ACF qui permet de créer en fait des pages complètes avec un système de flexible content. Donc on voit un petit peu des blocs qu'on rajoute. On n'a pas de visuel en fait des blocs du rendu, mais par contre on sait que tel bloc, c'est ça. Donc on arrive à faire des colonnes, etc. Alors c'est pas mal, ça permet de pousser le système, mais
évidemment, toujours mauvaise expérience utilisateur pour les éditeurs. Tout ça, c'est assez complexe. Quelqu'un de voilà qui est assez pas trop à l'aise avec l'informatique ou un utilisateur lambda est vraiment pas à l'aise. C'est pas simple. On a des choses imbriquées, etc. Donc encore valable, mais pas top au niveau expérience utilisateur. Et évidemment, bah, on a les pages builder que vous connaissez tous, hein, Divi, Elementor, j'en passe, c'est des meilleurs. Là, j'ai cité les deux plus gros, qui ont évidemment pris des grosses parts de marché, puisque bah, ils ont une grosse longueur d'avance, et ils ont proposé une alternative qui était intéressante, mais voilà, aujourd'hui, il y a Gutenberg, donc on a autre chose comme solution. Alors l'idée du changement par rapport à Gutenberg et évidemment le FSE puisque c'est lié, c'est en 2016 au WordCamp US. En 2017, il y a une équipe qui a été montée pour travailler sur ce projet Gutenberg et la sortie de Gutenberg était en 2018. Donc je rappelle avec la version 5.0, normalement vous le savez tous, en décembre 2018, soit déjà 5 ans. Et oui, je répète encore une fois, 5 ans que Gutenberg existe. Donc si vous n'utilisez toujours pas Gutenberg, ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti. Alors évidemment, si vous êtes dans le monde WordPress, dans l'écosystème WordPress depuis longtemps, vous savez que la sortie de Gutenberg était un peu chaotique en fait. Alors pour différentes raisons, on a tous un petit peu nos avis, mais les deux principales en fait que j'ai, c'est évidemment Gutenberg n'était pas prêt, il y avait pas mal de bugs quand il est sorti, et surtout, ce n'était pas un builder en fait. Beaucoup de personnes s'attendaient à avoir un builder tel que Elementor ou Divi, et c'était pas du tout le cas en fait. C'était juste une gestion du contenu en fait de la page. C'était pas du tout pour gérer le template, le header, etc. Ce qu'il fait maintenant. Donc il y a eu beaucoup de gens déçus. Évidemment, il y a une forte opposition. Alors ça c'est toujours la même chose, hein. À chaque fois qu'on sort une nouvelle version de Facebook ou d'Instagram, les gens sont contre et puis au bout de 2 mois ils ont oublié l'ancienne version. Mais bon, voilà, il y a toujours des oppositions au changement. C'est comme ça, c'est humain. On est toujours contre le changement. Du coup, on a vu des forks, voilà, un fork de WordPress qui est sorti sans Gutenberg, Classic Press, qui est en train de mourir a priori. Et puis évidemment, ce qui me choque toujours, c'est de voir l'un des plugins les plus populaires sur le directory, c'est Disable Gutenberg, avec 700 000 installations, qui est quand même assez foufou. Alors la présentation, c'est sur le FSE. Donc l'arrivée du full site editing, évidemment, ça fait déjà 2 ans, donc c'était un peu plus de 2 ans même, juillet 2021, avec la version 5.8. Donc on a eu le petit flag bêta qui est resté pendant un petit moment, qui n'est plus présent, donc qui rassure tout le monde. Souvent, le petit flag bêta donnait un petit peu peur en fait pour l'utilisation, et pourtant il n'y a pas eu trop de changements depuis le début dans le système pour construire les sites. Donc en fait, on pouvait largement faire des sites et ça n'a rien cassé aujourd'hui avec les évolutions. Donc voilà, c'est dommage d'avoir gardé ce petit flag bêta pendant longtemps qui a un petit peu fait peur à tout le monde. Alors, pourquoi utiliser Gutenberg et le full site editing? Alors déjà, première chose, c'est parce que c'est natif, évidemment. C'est dans le corps de WordPress. Donc en fait, Gutenberg est développé dans un plugin à part. Et ensuite, donc si vous installez ce plugin, en fait, vous pouvez avoir des versions, vous avez forcément des versions d'avance par rapport à la version qui est intégrée dans WordPress. Donc si vous voulez tester les futures fonctionnalités de Gutenberg, vous installez le plugin et vous aurez les futures fonctionnalités parce qu'il a des versions d'avance. Et ensuite, en fait, à chaque sortie de version de WordPress, ils intègrent dans le corps en fait, les versions de retard qu'ils ont. Et voilà, ils rattrapent son retard petit à petit. Donc c'est pour dire que en fait, Gutenberg est vraiment intégré dans le corps de WordPress. Donc quand on installe un nouveau site WordPress, on a Gutenberg disponible. Il n'y a rien à faire, rien à installer, il n'y a aucune licence à payer. Et évidemment, c'est open source, donc l'éditeur Gutenberg, vous pouvez contribuer si vous avez envie, si vous avez les capacités de contribuer au projet, vous pouvez faire des pull requests pour essayer de corriger les fonctionnalités sans problème. C'est une interface qui est plutôt simple. Alors je mets entre parenthèses presque, parce que il y a parfois des choses qui sont encore pas très logiques, même si la 6.3 a vraiment amélioré les choses au niveau de l'éditeur de site. On a un accès plus facile à la navigation, par exemple. Mais voilà, je parle surtout de la navigation parce qu'ils ont encore des choses, je pense, à faire évoluer et à améliorer. C'est souvent, il y en a un doublon, on ne sait pas trop où trouver les choses, il y a des choses qui sont cachées. Donc voilà, des fois, dans l'ensemble, l'interface est plutôt bien faite, plutôt simple, elle est accessible évidemment, et elle est plutôt rapide, ce qui est plutôt important en fait d'avoir une interface rapide. Il ne faut pas oublier que sur des gros sites, en fait, vous avez des personnes qui peuvent passer beaucoup de temps dans la journée à éditer du contenu. Et avoir un site admin
une admin d'un site qui met du temps à charger à chaque fois que vous voulez éditer du contenu, c'est du temps de perdu, c'est de l'énervement, et en fait, à la fin de la journée, on perd beaucoup de temps. Donc, c'est très important d'avoir une admin qui se charge vite quand vous voulez éditer un contenu. Ça, c'est quelque chose qu'on peut des fois oublier en tant que développeur, en tant que concepteur de site. Mais n'oubliez pas, les éditeurs de contenu, ils sont très importants, et c'est souvent le premier retour qu'on a quand on sort un site. Le code HTML, qui sort du Gutenberg ou du full site editing, hein, de toute façon les deux sont liés, est très très propre en fait dans l'ensemble. Et souvent c'est du code HTML qui est qui est natif et standard en fait, qui est très bien écrit. On a vraiment souvent un site, enfin moi j'en ai fait plusieurs des sites, j'en ai plus d'une dizaine qui sont sortis en FSE. Les sites sont très très légers, les pages sont légères, le code HTML est plutôt light. Donc pour exemple, voilà, j'ai deux exemples en fait. Elementor, alors j'ai installé un Elementor en local, j'ai juste essayé de mettre un titre en H2 dans la page. Voilà ce que ça me sort en front. Voilà, j'ai des divs. Alors c'est pas pour taper sur Elementor, hein, c'est juste pour donner un exemple. Divise, c'est exactement pareil, j'imagine. Donc là, on a des divs, on a des H2, voilà, il y a beaucoup de codes, beaucoup de classes, etc., qui sont intégrés d'office alors que j'ai rien encore fait. Voilà le code pour Gutenberg et pour le FSE évidemment. Un H2, tout simplement. Je mets un titre, bah, ça me sort un H2 en front. Je veux rien de plus en fait. Donc le code HTML est vraiment simple. On peut aussi, alors je vais y revenir après avec le theme.json en fait, on peut régler l'interface pour guider l'utilisateur, la personne qui va gérer le site. En fait, on peut régler assez finement tous les réglages de l'interface, les couleurs dispo, les polices, les fonts disponibles, les tailles de conteneurs, les tailles de police, etc. Donc la personne se retrouve avec sa palette d'outils en fait dans Gutenberg. Et la personne est guidée en fait. Il n'y a pas 50 couleurs, il n'y a pas. Voilà, le site ne ressemble pas à un sapin de Noël au bout de 2 mois, quoi. Donc grâce à ça, grâce au theme.json, on peut vraiment peaufiner et régler avec le thème, avec ce qui a été designé en maquette, le site et l'admin. Donc ça c'est très important. On a évidemment des éléments prêts à l'emploi dans l'interface, ça c'est pratique aussi, avec les blocs, et de plus en plus avec les patterns, on a des éléments disponibles directement dans l'interface de l'éditeur, en fait, et on peut en un clic, on les glisse dans le contenu. Donc tout ça c'est déjà prêt, on a les patterns qui sont glissés dans le contenu, ils sont déjà stylisés, ils sont en forme, on a juste à éditer le contenu, donc c'est vraiment un gain de temps, et on n'a pas besoin de s'amuser à faire des blocs, etc. C'est vraiment beaucoup plus simple. Chose très importante avec le FSE, le thème peut être contenu dans des fichiers, et pas uniquement en base de données. C'est-à-dire que quand je vais développer un thème FSE, je peux développer ce thème sous forme de fichier, et ensuite le versionner avec GitHub ou GitLab, n'importe quoi, le déployer, etc. Donc on a vraiment un outil qui est adapté en même temps pour les professionnels et aussi pour les amateurs, on va dire entre guillemets. Les professionnels peuvent développer des thèmes sous forme de fichiers, les déployer, les versionner, les distribuer, etc. Donc c'est très important, contrairement à certains builders aussi, qui sont faits uniquement en base de données, et ce qui est parfois compliqué ensuite pour déployer les sites ou migrer, il faut forcément copier la base de données, etc. Donc ça c'est un gros point fort du FSE. Évidemment, on peut réutiliser les éléments, donc avec les patterns, etc., tous ces nouveaux éléments, on peut, d'un site à l'autre, conserver des choses. Je parle souvent de la FAQ. La FAQ qui est souvent présente dans différents sites, la FAQ, je peux, une fois que j'ai développé mes patterns, mes blocs, etc., mes propres blocs, avec des filtres, tout ça pour mes questions, je peux les réutiliser d'un site à l'autre, c'est totalement facile. Donc ce qu'on pouvait faire avant la réutilisation d'éléments, on peut toujours le faire sans problème. Et puis parce que je pourrais en sortir des dizaines d'autres raisons d'utiliser le FSE, mais déjà parce que c'est présent dans WordPress, et ceux qui n'aiment pas, je suis désolé pour vous, mais ça ne risque pas de changer. En fait, Gutenberg est là, et à mon avis, il ne risque pas de partir, donc ce sera soit Gutenberg, soit WordPress. En fait, il faudra choisir à un moment donné. Ça permet de livrer des sites professionnels, et donc comme je vous disais juste avant, j'en ai plus d'une dizaine qui sont sortis, et c'est des sites très très pro, très très clean, qui sont versionnés sur GitHub, voilà, qui sont déployés automatiquement. Donc on peut faire des sites professionnels si des agences se posent la question, et j'ai vu qu'il y avait des agences qui avaient du mal à migrer. Oui, vous pouvez. Ça permet aussi une grande autonomie des utilisateurs, et ça c'est très important en fait. Alors ça c'est souvent une question un petit peu polémique. Non, j'ai pas envie de donner tous les droits à mon utilisateur, à mon client, etc. Et ben moi j'ai envie de dire si, donnez-lui l'autonomie, la grande autonomie qui puisse lui permettre en fait
bah, de ne pas vous demander pour la moindre chose, pour le moindre titre, pour la moindre couleur à changer, etc. Laissez-le faire ce qu'il veut. C'est pas en le bloquant en fait que ça va vous permettre de le garder en tant que client en fait. Non, c'est mieux d'avoir une grande autonomie et vous concentrez-vous sur les choses plus importantes, plus essentielles. Voilà. Et puis évidemment WooCommerce qui passe de plus en plus sur les blocs. En fait, le panier est passé récemment sur les blocs. Les produits, ça arrive aussi, la gestion des produits c'est sous forme de blocs. Donc voilà, on a WooCommerce qui suit la tendance. Donc voilà, les blocs sont incontournables du Gutenberg, le FSE. Donc voilà, c'est vraiment intégré totalement et ça va évoluer de plus en plus. Et puis après, il y a aussi tous les concurrents. On peut parler de Webflow, là, qui a une super intégration avec Figma. Et du coup, avec Gutenberg et le FSE, on peut maintenant avoir des intégrations avec Figma, exporter, avoir des tokens, des variables qu'on va pouvoir intégrer, etc. Donc on se rapproche en fait de la concurrence, du no-code, etc. Donc c'est vraiment plus intéressant. Donc aujourd'hui, le concurrent de WordPress aujourd'hui, c'est le no-code. Et donc il faut pouvoir voilà, se contrer et montrer une alternative au no-code qui soit très intéressante et beaucoup moins chère, surtout beaucoup moins chère. Donc le lexique du FSE. Il y a des choses qui existaient déjà, mais il y a des nouvelles choses. Donc on va passer vite fait dessus. La nouveauté, c'est le theme.json. Donc là, j'ai une grande partie sur le theme.json qui va être intéressante, enfin j'espère. C'est un fichier de config en fait qui est disponible pour régler Gutenberg et le FSE. Voilà. Il y a des styles par défaut, il y a des configs. Donc on verra ça juste après. Donc ça, c'est un nouvel élément qui est disponible. Les styles aussi. Alors les styles, c'est des dérivés du theme.json. C'est-à-dire si par exemple vous avez une couleur qui s'appelle primary, dans le theme.json, bah, vous pouvez faire un style dérivé avec une primary qui sera avec une couleur différente. Et du coup, juste en changeant de style, vous allez changer toutes les couleurs de votre site. Donc c'est plutôt intéressant. Après, c'est vraiment destiné pour des thèmes qui vont être distribués, tout ça, pour avoir différentes versions. Donc on a un thème qui change de couleur, tout ça, c'est plutôt pratique. Les templates qui existaient déjà, sauf que là maintenant c'est du 100% HTML, donc ça c'est une grosse nouveauté, ça c'est un gros changement. Les template parts, pareil, les parts qui sont devenus en 100% HTML, donc ça c'est pareil, gros changement, on n'est plus sur du PHP. Les patterns, les compositions en français, qui sont là depuis un petit moment, qui sont utilisables en dehors du FSE avec Gutenberg ou avec le FSE. Eux, c'est des fichiers PHP, mais c'est du HTML, on y reviendra après, mais c'est vraiment un élément essentiel et vous verrez qu'avec tous les thèmes là, qui arrivent en bloc thème, tous les blocs thèmes qui arrivent, notamment 2024, se basent énormément sur les patterns et pour moi c'est vraiment une feature qui est très présente et très importante dans le FSE. On a le dérivé des patterns, les compositions synchronisées, donc c'est des compositions mais qui sont synchronisées où on va modifier à un seul endroit la composition et ça va modifier sur tout le site. Donc ça c'est important, c'est pas mal pour les éléments répétés. Et puis évidemment les blocs qu'on connaît depuis le début de Gutenberg, depuis 5 ans en fait, depuis que Gutenberg a sorti, on a eu les blocs disponibles. Maintenant on a des versions, voilà, on peut développer des blocs soi-même et on peut aussi développer des blocs avec ACF. Donc voilà, il y a différentes solutions pour développer des blocs. Mais ça on verra, c'est vraiment la dernière alternative quand on n'arrive pas à faire vraiment ce qu'on veut avec déjà les choses avant, les choses qu'on a de dispo avant comme des patterns, tout ça. Alors, très important, et je m'en suis vraiment rendu compte durant le WordCamp, en fait, c'est difficile, en fait. C'est un nouveau modèle mental, c'est une nouvelle façon de penser, en fait, de penser les sites. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur, en fait, à appréhender pour les personnes qui développent des sites, des concepteurs de sites, et aussi pour les agences, parce on a tous nos process, et là, il faut changer sa façon de faire, changer son process. Et c'est quelque chose qui est très difficile en fait. Donc c'est un nouveau modèle mental. Il faut vraiment le prendre comme ça. C'est une nouvelle façon de penser en fait. Quand vous développez un site, c'est une nouvelle façon de penser. En fait, tout simplement parce que les templates sont tous en HTML. On n'est plus sur du PHP. Donc ils ne sont pas dynamiques. Donc on ne peut pas mettre des conditions dans les templates pour dire si c'est telle page tu fais ça, si c'est telle page tu fais ça. On est vraiment sur du HTML 100%. Donc il faut vraiment réfléchir sous forme de bloc. Finalement, notre template, c'est une sorte de page blanche. Et les blocs, les patterns, tout ça, c'est des Lego et on va les imbriquer en fait. Donc on parle de tout, hein, tous les éléments, hein, c'est-à-dire même les boucles avec les listes de posts, etc. C'est tout ça sous forme de bloc. Donc il faut vraiment réfléchir différemment. Et voilà, tout est bloc, tout est pensé sous forme de bloc. Donc c'est une façon de penser qu'on a déjà depuis un moment dans les web apps.
avec React, Vue, etc., avec Next, tout ça. Donc on a déjà un système avec des pages et on va faire des components qui vont se mettre dans les pages. Donc c'est vraiment une façon de penser qu'on a déjà. Donc pour des designers qui sont habitués à faire des sites pour des web apps, ce ne sera pas difficile. Voilà, c'est une façon de penser différemment. Donc il faut savoir que dans WordPress de base, quand vous installez un WordPress de base, que vous avez Gutenberg avec l'édition de site, en fait, dans l'ensemble, avec ce qui est disponible, hein, on a des groupes, des colonnes, on a des headings, paragraphes, tout ça, tous les blocs qui sont disponibles, on peut couvrir 80% des besoins. Vraiment, sans installer quoi que ce soit, sans installer une librairie de blocs, etc. On peut déjà faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pas de panique. Voilà, il y a beaucoup de choses disponibles déjà d'origine. Ensuite, évidemment, on peut installer des librairies de blocs, mais dans l'idée, il ne faut pas non plus installer 50 000 trucs parce qu'on voit que enfin, on en voit de plus en plus sortir. Euh, Installer un plugin qui va vous mettre 150 blocs disponibles dans votre éditeur, c'est pas forcément très judicieux, ça va alourdir l'interface, ça va être compliqué à trouver les blocs. Donc voilà, il faut être plutôt raisonnable, ça sert à rien d'installer 200 000 blocs. Faites déjà avec ce qu'il y a de disponible. Et puis en plus, pour les développeurs, toutes les agences, tout ça, qui sont plus avancées en développement, il y a des possibilités de faire des blocs variations. En fait, on va étendre des blocs de base, comme la query loop, on peut l'étendre pour lui faire des choses différentes. On peut étendre tous les blocs, en fait. On peut même faire des plugins pour l'interface Gutenberg. Donc on peut rajouter des sélecteurs, tout ça, dans l'interface Gutenberg. Donc on peut vraiment peaufiner l'interface pour que ça corresponde au projet. Donc on a vraiment deux bases de bonnes possibilités déjà pour sortir un site assez bien fait. Donc je répète, avec le FSE, on pense plus sous forme de page. Hein. On a l'habitude en fait que les designers nous livrent les sites sous forme de pages. Hein. Et là, c'est plutôt sous forme de blocs. Donc nous, je marque stop les maquettes de pages. Ce qui nous intéresse en fait, c'est plutôt quand on développe en FSE, c'est d'avoir des blocs en fait, d'avoir des maquettes de blocs. Peu importe, nous, on s'en fout d'où ils vont être utilisés, dans quelle page. Nous, on fait des blocs et après, tu les glisses où tu veux, tu te débrouilles. Juste un parallèle, c'est très proche de l'atomic design. Donc d'ailleurs, il y a certains designers qui s'en servent en fait pour designer des maquettes sur Figma, etc. Enfin Figma, je cite beaucoup Figma, mais il y a d'autres outils. Mais on est très proche de l'atomic design, qui est une méthode en fait, qui est une manière de penser les maquettes sous forme d'atomes, molécules, organismes, template et page. Donc on part vraiment des plus petits éléments, comme ça va être un champ de formulaire. Ensuite, on a un label, ça fait une molécule, et ensuite, etc., etc. Et on arrive jusqu'à la page, au template. Donc voilà. Et c'est un peu le même principe. Quand on part avec Gutenberg, c'est un peu le même principe, puisqu'on part du titre, du heading, par exemple, du paragraphe, et puis après, on va assembler les éléments pour, à la fin, avoir un template complet. Voilà. Donc on est très proche de ça. Donc comment on fait un petit peu de démo, justement. C'est là où j'ai pas pu faire mes démos. Donc comment on fait déjà un theme block. Alors on va partir là-dessus. Donc un theme block, en fait, c'est assez simple. En fait, si je vais dans mon éditeur, on va sortir de là. Je sais pas si j'arrive à sortir. Non. Alors, hop. Peut-être j'y arriverai mieux comme ça. Voilà. Donc c'est parti. Pour faire un site avec un thème block sur un site, en fait, c'est assez simple. Si je prends ce thème là, par exemple, qui est un thème hyper basique, hein, je vais aller hop, ici. Donc là, j'ai bien mon thème. Je suis dans. Voilà, je vais apparence, j'ai my theme qui est ici. Là, on voit que j'ai mon Customize, le thème File Editor qui est ici, donc c'est assez classique, hein, c'est du thème qu'on peut retrouver assez simple. Donc le minimum sur un classique thème, on va dire, c'est d'avoir un index.php. Donc normalement, il y a évidemment tout ce qui est header, footer, tout ça, mais là c'est plutôt vide, hein, j'ai mis juste ça comme ça. Et un style.css avec le nom du thème. C'est le minimum à avoir pour qu'un thème fonctionne. Ok. Pour passer en FSE, c'est plutôt simple. En fait, il suffit de rajouter un dossier template avec dedans un index.html. À partir de là, mon site va être reconnu comme un bloc thème. Je recharge, et là on voit, c'est toujours le même thème, sauf que là j'ai le menu qui a changé. Et en fait, c'est tout ce qui change, hein. Il faut vraiment le savoir. Entre un classique thème et un bloc thème, la seule chose qui change, c'est ça. C'est qu'on a un accès au niveau de l'apparence là des thèmes dessous. Le menu change.
donc on n'a plus accès au customizer via le menu. Il faut savoir qu'il est toujours présent et on peut y accéder avec l'URL, mais on n'a plus le customizer, tout ça qui s'affiche. Par contre, on a un nouveau menu qui s'appelle Editor, et c'est là qu'on va rentrer dans l'éditeur de site. Si je clique ici, j'arrive sur l'éditeur de site, je rentre, et j'ai bien, vous allez voir, mon template qui est ici, mon index qui est évidemment vide, je le montre là, il est totalement vide, mais voilà, tout est dispo, et c'est aussi simple que ça, il suffit de créer voilà, un dossier template, index.html, et mon thème passe en FSE. Ok. Donc après, vous allez me dire, ouais, super, et j'en fais quoi de mon thème FSE? Bah, en fait, c'est assez simple, il y a deux méthodes. J'ai résumé ça comme ça. On pourrait résumer différemment, mais il y a deux méthodes en fait. Je veux faire un thème bloc, donc je peux faire comme j'ai fait là, voilà, juste je pars d'un truc complètement vide, et vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 fichiers, hein. Vous allez voir qu'après, évidemment, les templates, on pourrait presque, sur certains sites, index.html pourrait presque suffire, on va dire. Et du CSS, normalement, il y a certains thème blocks qui utilisent très peu de CSS. Alors moi, c'est pas ma philosophie, j'aime bien faire encore beaucoup de CSS, même si j'en fais de moins en moins avec le FSE. Mais si vous allez voir dans les nouveaux thèmes 2024, vous allez voir qu'il n'y a quasiment pas de CSS dedans. Donc j'en reviens à la méthode 1. Eh ben, tout simplement, on peut utiliser uniquement l'interface de site, donc cette interface-là. Et ensuite, bah, je peux, à partir de cette interface, en fait, bah, créer mes thèmes, créer mes patterns, enfin, créer tout ce qu'il faut. Là, ici, je clique sur un plus, je peux ajouter un nouveau template. Là, à partir de là, je vais commencer à l'éditer. Donc, je peux mettre n'importe quoi. Alors, il met les patterns en premier, mais moi, je peux commencer par mettre un heading avec n'importe quoi, hein. Voilà, par exemple, hein, n'importe. Et à partir de là, moi, je peux très bien éditer totalement mon thème FSE, faire mes parts également, header, footer, tout est disponible pour le faire, la navigation, on peut mettre des logos. Je peux faire des patterns, évidemment, et donc je peux tout faire en fait dans cette interface d'éditeur de site. Tout est possible de faire. Donc ça ne changera pas trop en fait, finalement, par rapport à des gens qui font du Divi ou des mentors. Vous êtes dans une interface, vous êtes sur votre admin, et vous créez votre site avec les couleurs, etc. Donc c'est vraiment la même méthode. Donc là, ça s'applique, ça s'adresse vraiment à ce type de personnes, à ce type de développeurs, de concepteurs de sites. Et ensuite, derrière, bah, une fois que j'ai fini mon thème, je suis un peu satisfait, voilà, de tout ce que j'ai fait, bah, je peux tout simplement bah, l'exporter. Donc il y a deux méthodes, enfin non, il n'y en a qu'une d'ailleurs. Je vais ici, en fait, quand je suis, donc n'importe où, hein, je peux aller même dans Style si je veux. Les trois petits points qui sont en haut, là, Options, le menu Options, en fait, je vais bah, tout simplement aller ici, Export. Et là, en fait, il va m'exporter tout mon thème, tous les fichiers de mon thème, mais vraiment tous les fichiers. Il va prendre les dernières versions de la base de données, donc parce que ça, je vais y revenir après, mais il y a une subtilité. Et il va me sortir le thème, et après, j'en fais ce que je veux. Je le distribue, je le donne à mon client, je le mets en production. Enfin voilà, donc on peut très bien développer là-dessus, même en local, et ensuite bah, déployer son site sans souci via les fichiers. On n'a pas besoin d'exporter la base de données pour déployer le site, ça fonctionne comme ça. Donc ça, c'est vraiment la méthode 1. Et ensuite, la méthode 2, bah, ça c'est quand, bah, au bout d'un moment, je suis déjà passé par la méthode 1, j'ai déjà plusieurs templates, j'ai déjà quelques parts, j'ai déjà mon header, etc. Voilà, j'ai des choses qui sont déjà disponibles parce que j'ai déjà fait des sites en FSE. Et ben là, je peux continuer via l'éditeur de code, mon VS Code par exemple, hein, bah, faire mon thème en fait. Je sais ce que je fais, voilà, j'ai l'habitude, j'ai déjà une base de thème, donc je peux le développer. Ou alors, je peux aussi utiliser un bloc thème hein, qui permet de le faire. Donc, bah, il y a le 2024 qui arrive là prochainement et je vous recommande vraiment d'aller le voir parce qu'il est très intéressant et on voit vraiment la structure d'un bloc thème. Ça, c'est pas mal. Ou le Oli qui devient de plus en plus populaire en fait comme bloc thème, qui est aussi ultra simple en fait, hein. Si vous allez voir ces blocs thèmes, ils sont ultra simples. Il y a beaucoup de patterns, tout ça. Peu de CSS. C'est bien rangé en plus maintenant, je trouve, avec les répertoires. Voilà, vous partez de ça et après vous modifiez, vous faites des nouveaux patterns, vous changez les couleurs, etc. Donc voilà, et j'ai aussi le droit évidemment d'utiliser l'interface
Parce que, évidemment, voilà, le code HTML qui est utilisé dans les templates, les parts et patterns, il est un peu particulier, il y a des commentaires dessus, donc bah, je les connais pas tous par cœur. Moi, je commence à en connaître pas mal. Le VP de point de groupe, je commence à le connaître un petit peu par cœur, le paragraphe, le heading, mais il y en a certains que je connais pas. Donc, je m'aide de l'interface. Alors, voilà, j'ai mis quelques exemples en fait de code HTML. Là, on en a 3, le groupe, le paragraphe et le titre. Donc, vous voyez, il y a des commentaires en fait qui sont visibles. On voit le layout type constraint. Ça, c'est des commentaires qui permettent en fait à Gutenberg ou à l'éditeur de site de charger les blocs dans l'interface quand vous êtes dans l'admin, et ça lui permet de savoir quels réglages sont appliqués sur tel bloc. Donc là, si je prends le heading qui est ici, en fait, donc du coup, il sait que c'est un bloc heading déjà, il sait qu'il y a un text styling center, un font size 3x large, et là, donc, il peut rendre ce bloc heading dans l'éditeur admin pour, voilà, comme il doit être rendu. Donc ça, évidemment, je vous rassure, tout ce qui est commentaire n'est pas visible en front, c'est supprimé, mais voilà comment ça fonctionne. Et donc, si vous regardez ça, vous comprenez que chaque élément présent dans un template, un part ou pattern, ça représente un bloc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, dans un template, mettre du code HTML comme vous avez envie, avec un div, enfin ce que vous voulez dedans, sans commentaire qu'on voit là. Parce qu'en fait, tout simplement, ça représente vraiment chaque élément, le bloc groupe, le bloc paragraphe, le bloc titre. Donc chaque élément présent dans le template, dans le code HTML Gutenberg, entre guillemets, représente un bloc. Donc on est obligé d'utiliser des blocs, et il faut vraiment comprendre ça. Pas de code HTML exotique, on ne met pas ce qu'on veut, etc. Parce qu'en fait, si vous faites le test, hein, vous pouvez le faire, si vous mettez du code HTML comme vous avez envie, et ben quand il va rendre le template, il va vous mettre un code, c'est un code HTML custom, en fait. Il vous met une sorte de code HTML custom, donc il vous rend le truc comme du code HTML, et en fait, c'est pas utilisable, enfin voilà, ça marche pas, en fait. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que dans le code des templates ou des parts ou des patterns, c'est vraiment des blocs. Donc chaque élément représente un bloc, et après il s'imbrique, etc. Donc ça, c'est très important. Et évidemment, c'est pour ça qu'on ne peut pas tous les connaître par cœur. Donc je me sers de l'interface pour compléter mes templates que j'ai déjà, ma base de templates ou mon thème que j'utilise. Et ensuite, derrière, c'est pareil. Comme j'utilise en fait VS Code pour créer mon template et que je veux utiliser les fichiers et non pas la base de données, et bien derrière, je vais exporter. Donc il y a deux solutions. Soit, alors il y a un raccourci, mais je vais voir là, comme ça. Je passe en code editor. Là, je suis en visual. Là, je passe en code editor. Quand je passe en code editor, j'ai la vue sur le code source de la page. Enfin, là, je suis sur un template. Donc, j'ai le code source du template qui est ici. Donc, je peux faire je fais un copier-coller et je vais le coller dans mon... Si je fais ça, là, par exemple, je vais dans mon index et là, je le colle. Et voilà. Mon index, il se retrouve. Et sinon, je peux aussi faire... Alors, si j'ai une longue page qui est compliquée, machin, copy all blocks, ici. Et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est un petit raccourci. Voilà. Là, il n'y a pas de raccourci clavier, mais après, pour afficher, par exemple, le Visual Editor ou le Code Editor, il y a un petit raccourci qui est assez facile à retenir. Donc voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Et évidemment, comme je suis dans mon VS Code, que je fais les templates directement ici, dans mon VS Code, je ne sauve pas les choses. Donc là, si je sauve ici, vous allez voir, voilà, là on voit qu'il va me dire, non, c'est pas ici, il faut que je revienne en arrière. Il y a deux endroits où on peut vraiment, si je vais dans les templates, index, ici. Voilà. Là, je suis dans mon index. Alors, je trouve que c'est quelque chose qu'ils doivent améliorer, même si là, je vois que ça a été modifié il y a quelques secondes. Il y a ces trois petits points qui sont ici. On va faire Clear Customization. Donc là, ça va effacer la version base de données, puisque tout simplement, à chaque fois que je modifie des éléments via l'éditeur de site, ça va sauver en base de données. Voilà. Donc il y a ce menu qui est ici, ou alors je peux aller directement ici à Manage All Templates. Là, je vois Customize ici, donc je sais que l'index a été modifié. Ok. Si je veux effacer la customisation, alors avant c'était un petit peu mieux je trouvais, parce qu'il y avait un petit point bleu qui indiquait ce qui avait été modifié, ce qui n'avait pas été modifié. Là il y a Customize, bon c'est pas très clair. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer, mais de toute façon ça s'améliore de version en version, ça c'est clair. Et là pareil, je clear la customization. Donc là j'ai plus le Customize qui est affiché, donc ça veut dire qu'il va prendre la version fichier. Et là je vois que j'ai la version fichier qui est ici.
Donc si je recharge la page, j'ai bien la version fichier et je peux même le prouver en faisant... j'ai marqué test complètement, voilà, comme ça. Si je recharge, j'aurai marqué test, normalement. Voilà, là j'ai marqué test, donc il prend bien la version fichier et non plus la base de données. De toute façon, je l'ai effacé, donc il n'y a pas de version base de données. Donc ça, c'est une autre méthode, en fait, que j'utilise personnellement pour développer les thèmes. J'ai plutôt tendance à les développer parce que j'ai déjà une base de templates qui sont voilà, dispo, etc., de patterns, tout ça. Et donc je développe directement dans mon éditeur de code. Et si jamais j'ai un doute sur comment faire un bloc, etc., je le fais dans l'éditeur de site et je le copie-colle. Donc à retenir, très important pour cette partie-là, c'est que toutes les modifications, tous les éléments que vous modifiez via l'éditeur de site dans l'administration sont enregistrés en base de données. Ok? Donc les fichiers de votre thème ne sont jamais modifiés et ils ne créent aucun fichier. Ok? C'est toujours sauvé en base de données. Ça, c'est quelque chose de très important et il faut souvent jongler en fait. C'est jamais évident parce que vous allez développer votre thème, ok. Par contre, une fois livré, c'est possible que le client modifie un fichier. Donc vous n'êtes pas au courant. Donc là, il va falloir voir s'il y a un fichier qui a été modifié, parce qu'à partir du moment où le fichier est modifié, il va prendre la version base de données et plus la version fichier. C'est-à-dire que vous allez déployer votre thème sous forme de fichier, un nouvel index, sauf qu'il ne va pas être pris en compte puisqu'il a été modifié. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à comprendre. Il faut jongler un petit peu entre la base de données et puis les fichiers. Il faut en avoir conscience. C'est pas, voilà, c'est une petite chose, une petite subtilité. Évidemment, on peut exporter le thème complet, hein, comme je vous ai fait voir avec l'interface. On exporte tout le thème. Donc ça peut être utile aussi, voilà, pour un fichier, pour un site où ça a été modifié par le client. Vous réexportez le thème, vous récupérez les modifs, vous mettez à jour votre site, enfin votre thème sur, voilà, en local, tout ça. Donc voilà, tout est possible. Et évidemment, effacer les customisations via l'interface pour prendre la version fichier et non la version DB. Voilà. Donc alors il faut savoir, juste pour info, que les customisations qui sont faites dans l'éditeur de site, l'admin, c'est tout enregistré dans la table post, donc VP_post si vous n'avez pas changé le préfixe. Donc il y a des post types qui ont été créés, hein, VP template part, VP template, VP navigation aussi qui est sauvé dedans, oui, particularité. C'est tout dans la table post, donc on peut les retrouver facilement. Donc, on va passer au fichier theme.json, qui est un fichier très important en fait. C'est un des fichiers, enfin pour moi, c'est un des fichiers les plus importants du full site editing et même de Gutenberg, puisqu'il permet vraiment de customiser en fait l'interface de Gutenberg. Alors on peut le faire aussi, je le répète quand même, on peut le faire via PHP. Il y a plein de fonctions disponibles pour modifier l'interface de Gutenberg, mais franchement, une fois qu'on a goûté au theme.json, c'est tellement simple, ça se fait tout, c'est tout centralisé dans un fichier. Il n'y a plus de raison valable d'utiliser du PHP, à moins vraiment d'avoir un truc particulier. Donc c'est un fichier que vous devez connaître à tout prix. C'est hyper important. Donc il y a pas mal de docs dessus. Mais là, je vous explique un petit peu les bases. Donc en fait, il faut savoir que par défaut, WordPress, quand vous utilisez WordPress avec un Gutenberg, il utilise déjà un theme.json. Vous allez dans VP Include de votre site WordPress et vous verrez, il y a un theme.json qui est là par défaut en fait. Et votre interface Gutenberg utilise déjà ce theme.json. Si vous n'en avez pas dans votre thème. Ensuite, si vous mettez dans votre thème un theme.json, il va l'utiliser, mais il l'utilisera aussi avec un système de merge, en fait, il va merger les deux, celui de base, de défaut, et celui qui est dans votre thème. Donc, ça permet de configurer, comme je le disais, l'interface du Gutenberg, et de mettre des styles par défaut pour tous les blocs, en fait. Vous pouvez mettre des styles sur le heading, tout ça, les boutons, etc., qui seront par défaut, et vous pouvez les modifier, évidemment, derrière. Pas de problème. Donc on continue la démo, on va créer un theme.json dans mon super thème de folie. Donc on va créer tout simplement un theme.json. Donc là, je fais ça. Si vous ne connaissez pas le JSON, c'est une version, comment expliquer ça? C'est très utilisé dans tout ce qui est JavaScript, tout ça, dans beaucoup d'applications. C'est une sorte d'objet, mais sous forme de string, en fait, c'est assez particulier. Donc là, première chose, c'est que j'ai mis le fichier, mais il est vide. Si vous faites ça, alors juste pour la démo, vous allez avoir une erreur, en fait. Là, on voit pas les... si je reviens un petit peu sur l'admin, là, on voit qu'il y a une erreur. Et il me dit que en fait, il a une erreur quand il veut décoder le JSON parce qu'il n'est pas complet. Donc, le minimum à mettre, c'est ça. Et aussi,
Le minimum, c'est la version. Voilà. Alors, je devrais peut-être couper copilote. Donc, la version est obligatoire, en fait. C'est vraiment la seule chose qui est obligatoire. Là, mon temp.json est valable. Il est totalement valide. Et si je recharge, bah, ça fonctionne. Tout fonctionne comme avant. Là, il est valide. Donc, actuellement, on est la version, normalement, 3 qui vient de sortir. Mais la version 3 ne change pas grand-chose par rapport à la version 2. Ça apporte, alors j'ai pas tous les détails, mais ça a une sorte de wrapper, un iframe. En fait, ça va wrapper les blocs dans l'éditeur pour éviter les conflits. Enfin, j'ai pas vraiment compris, mais la version 3 est valable normalement. Sinon, vous restez sur la version 2, c'est pas un problème. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose qui est obligatoire. Et ensuite, on va mettre, alors je vais continuer. Non, il n'est pas indiqué. Il y a une chose qui peut vous aider quand vous êtes dans VS Code, c'est de mettre un schéma. Donc allons-y. Si je mets le schéma, en fait, je vais aller chercher le schéma. Il est là. Donc moi, je suis à la version 6.4 là, actuellement. N'oubliez pas la virgule, pas le point. Je vais y arriver. Version 6.4. Donc à partir de là, j'ai un schéma, et donc VS Code, ça lui permet de me proposer. Alors ça, c'est super pratique. Ça permet d'utiliser, qui me propose VS Code de l'autocomplétion et de la validation de mon theme.json. Pour exemple, si je fais ça, il me propose voilà, des choses. En fait. Donc on voit que c'est les principales valeurs en fait du theme.json. Je vais y revenir après. Mais voilà, settings, style, template parts, title. Il y a plein de choses disponibles, donc c'est pas mal. Et ça vous permet vraiment de trouver les valeurs sans les connaître par cœur en fait en dehors de la doc. Ça c'est pratique. Je reviens sur ma présentation. Donc il y a deux parties très importantes. Il y en a d'autres, mais je ne vais pas en parler, template part, tout ça, qui ne sont pas forcément obligatoires, parce que même si vous ne les rentrez pas dans le temp.json, ils seront pris en compte automatiquement, il va les auto-loader. Donc ça, c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de les remplir. Donc la partie settings, en fait, ça permet de régler tous les réglages disponibles au niveau de l'interface Gutenberg. Donc je parle de tout ce qui est réglage de marge, tout ce qui est réglage de typographie, etc. C'est vraiment par cette partie-là qu'on va régler ça. Et ensuite, il y a un premier niveau qui permet de régler au niveau global, vraiment tous les éléments, qui sera voilà, disponible par défaut. Et ensuite, on peut descendre un petit peu plus profondément dans les blocs, en fait, réglage par bloc. Ça, c'est plutôt intéressant. Le meilleur exemple qu'on peut donner pour ça, en fait, c'est le paragraphe. Par exemple, j'ai une palette ici qui est réglée par défaut global. Et ensuite, dans mon bloc paragraphe, j'ai une autre palette qui est disponible. Donc ça, c'est pas mal, parce que l'exemple est bon, parce que tout simplement, parfois, on a des palettes disponibles pour le thème, hein, on a différentes couleurs, voilà ça. Mais pour le paragraphe, le texte, il a souvent qu'une seule ou deux couleurs, hein, blanc ou noir, enfin, une des deux, quoi. Donc, on n'a pas forcément besoin de proposer toute la palette disponible. Donc, c'est bien aussi, voilà, ça permet de guider toujours pareil l'utilisateur dans les bonnes couleurs, sans qu'il se retrouve perdu, en fait. Chose importante, c'est que le theme.json génère des variables CSS. Alors ça, c'est très très bien fait, ils ont bien pensé le système. Il n'y a pas de chose magique derrière. Ça utilise des fonctions natives. Donc des variables CSS, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie sur la doc des variables CSS. C'est des variables qui contiennent une valeur, comme pour tous les autres langages, qu'on peut écraser en fait avec un ton contexte. Donc là, on voit qu'au niveau body, on a une variable black, et dans le bloc paragraphe, on a une variable red. Ça pourrait être les deux mêmes noms de variables, comme des variables color primary, et on pourrait très bien écraser la valeur d'un paragraphe par rapport au body, et c'est celle du paragraphe qui sera pris en compte dans les blocs paragraphes. Donc ça, c'est plutôt bien fait, en fait, c'est light, c'est natif, donc ça marche bien. Évidemment, alors ce que je vais faire d'abord, avant toute chose, c'est que je vais commencer on va mettre des petits trucs quand même dans mon theme.json. Donc là j'ai l'autocomplétion, comme je vous ai fait voir. C'est aussi ça l'avantage d'avoir un petit peu de... Donc si je vais, là je mets rien, on va aller faire un tour au niveau de mon site. On va aller sur une page, ce sera plus simple. Je vais aller dans la simple... Ah, j'ai vraiment un élément de base. Hein. Là on voit, il n'y a aucun style qui est appliqué. Hein. Même la police, il n'y en a pas. Donc là au niveau des réglages, j'ai vraiment pas grand chose. J'ai typographie et couleurs. C'est vraiment les trucs par défaut. J'ai toutes les couleurs par défaut. Je peux sélectionner même une couleur custom si j'ai envie. Pareil pour le background. J'ai même des gradients, ça peut être utile parfois.
La taille de texte, mais c'est tout ce que j'ai en fait. Si j'ai l'apparence, j'ai pas de fond de famille parce que j'en ai pas défini. Donc voilà. Donc ce qu'on peut régler en fait déjà, c'est on peut mettre apparence tool à true. Ça c'est la mode bourrin, c'est le mode bourrin en fait. C'est-à-dire qu'on va, au lieu de définir un par un les éléments de réglage disponibles, on va mettre apparence tool true. Et ça nous met déjà on voit là au niveau de la petite modale, ça nous donne le réglage sur le background, image, les borders, les couleurs de link, dimension, sticky, spacing. Parce que là, on voit, si je retourne sur le site, si je prends là, j'ai pas de spacing disponible en fait. Ok, donc là, j'ai mis mon apparence tool à true. On va recharger, on va voir ce qu'il me donne. Bah là, voilà, avec le apparence tool, j'ai accès à des dimensions maintenant. Donc tout ce qui est spacing, padding, merging. Voilà, il y a déjà des réglages qui sont en plus. Là, je n'ai pas de plus pour l'instant parce qu'il n'y a encore pas tout. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on va peut-être régler une petite palette. Alors, j'ai une petite palette de dispo. Hop, je vais la prendre. J'ai une petite palette qui correspondait un petit peu au WordCamp. Je crois que j'ai repris le même primary que sur le site. Donc là, je viens de régler une palette. Donc je vais aller pareil. On a vu que tout à l'heure, j'avais que les palettes par défaut. Si je recharge, voyons voir. Là, j'ai deux nouvelles couleurs, donc c'est les couleurs de thème. Il me les indique comme couleurs de thème. Alors, il m'a pas mis le blanc et le noir parce qu'ils sont déjà disponibles au niveau du défaut. Mais par contre, moi, ces couleurs-là me plaisent pas du tout. Moi, j'ai vraiment envie que les gens utilisent que les couleurs du thème. Ok? Donc, on continue. Il faut savoir que je peux bloquer des choses. Si je fais ça, par exemple, je veux déjà pas de couleur de palette par défaut. Donc là, je vais lui mettre false. Ok. On va voir. Là, je prends un peu de temps parce que j'ai du temps en vidéo. Là, j'ai plus que la palette d'item. Je n'ai plus les couleurs par défaut. Mais par contre, ça m'embête parce que je vois que là, ils peuvent encore choisir des couleurs custom. J'aime pas trop ça. Donc, on va encore faire un truc. Je veux pas de custom. Je vais mettre false, pareil. Et donc là, si je recharge, je n'ai plus que mes couleurs de thème. Vous voyez, petit à petit, en fait, on peut peaufiner voilà, l'interface. Là, j'ai fait pour les couleurs, mais on peut le faire pour tout, en fait. Hein. Vraiment, tout est réglable. Les dimensions, si je mets padding, là, pour l'instant, dans dimension, je n'ai que certaines valeurs par défaut, mais ces valeurs-là, je peux les régler, en fait. Je peux définir l'échelle des réglages des paddings, tout ça. Donc, il y a vraiment, on peut aller très, très loin. Donc, on va continuer dans mon theme.json, pendant qu'on y est. On va faire un petit réglage en plus. On va mettre un réglage de layout. J'en parlerai un petit peu après. Layout, en fait, c'est très important parce qu'en fait, quand vous êtes ici, donc là, j'en ai pas trop. Il faudrait que je mette on va se mettre ici. Si je mets un groupe, est-ce qu'il me met un groupe? Si je mets un groupe là comme ça, je vais mettre un paragraphe, on va mettre un lorem ipsum. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas accès à largeur. J'update. On va recharger. Là, vous avez vu, il y a un changement en fait, parce qu'en fait, j'ai mis ici, j'ai mis des tailles au niveau du layout. Ce layout, en fait, c'est taille de conteneur. Taille de conteneur, on a trois tailles par défaut qu'on va régler dans le theme.json. C'est le content size. Content size, c'est le bloc, c'est le groupe que je viens de mettre. Ici, là, j'ai mis un groupe. Alors, je vais remonter sur le groupe. J'ai mis un groupe et je lui ai pas mis de taille. Donc, pour lui, il prend le content size par défaut, qui est de 995. Donc là, on a bien une largeur de 995. Ensuite, on a le wide size. Le wide, c'est la deuxième valeur. Si jamais je clique ici, on voit que mes valeurs déjà sont indiquées, 995 et 1358, qui est la taille wide. Si je clique ici, ça ne marche pas parce qu'en fait, au niveau de ma page, il aurait fallu que je change un truc. Ça ne peut pas marcher, ouais. Parce que la taille n'est pas encore réglée au niveau du template. Mais normalement, il aurait dû prendre toute la taille. Et ensuite, la dernière, c'est full, qui est de toute façon ici, full width.
qui est 100%. Si je clique full width, ça ne marche pas non plus parce que mon conteneur... Alors, je vais voir si je peux le régler. Non, j'ai pas de réglage complet en fait. Ce qu'il faudrait faire... Non, je peux vraiment pas le faire là, comme ça. Il faudrait que je change mon template et on le fera après. Parce que mon template, en fait, par défaut, il n'y a pas de taille définie. Donc, en fait, il prend le content size, en fait, tout simplement. Et il va falloir que je le règle. Et on le fera après, peut-être. Bon, allez, on va le faire maintenant. Comme ça. Je vais sauver. On va s'amuser. Si je vais dans... Donc, pour l'instant, j'ai que le index. Hein. Vu que j'ai du temps là, on va le faire. Si je vais dans mon template, qui d'ailleurs, étrangement, est vide. J'enlève. Là, on va mettre un groupe avec un seul truc. Ensuite, ici, je vais aller chercher le titre de la page. Donc on a une partie qui est en thème ici. Le title, en fait, ça représente, pour exemple, le titre de la page. Donc là, je mets le titre de la page, ok? Et ensuite, dessous, je vais mettre le content. Ça, c'est le contenu de la page. Voilà. Si je reviens au-dessus et que je sauve. Donc là, j'ai inner block use content width. Inner block use content width, ça veut dire qu'il, si je réduis comme ça, soit il prend toute la largeur, soit il prend... Donc je vais faire comme ça. Et maintenant, si je vais dans ma page, simple page, voilà. Là, normalement, alors c'est plutôt étrange, parce que normalement, il devrait... Alors là, je sais pas pourquoi il fait ça. Je vais voir si ça marche, là. Non, je suis en full width. Ah, je me plante quelque part, alors. Je vais aller modifier. Ok. Groupe. Ah, plutôt comme ça, ouais. On va voir. Page. Ouais, il prend toujours le... Je vais me planter quelque part. Bon, bref. Ah, voilà. Et mon paragraphe, c'est bon. Et mon paragraphe. Si je fais ça... Ah oui, d'accord. Ok. Et là, mon paragraphe va prendre toute la largeur. Voilà. Donc là, je viens de régler... Bon, l'exemple n'est pas très parlant. Mais là, du coup, j'ai accès à la largeur, la full width, en fait. Et du coup, là, donc ça, par défaut, bah, ça n'a pas été réglé. Donc, ça prend le content width. Et ensuite, là, mon groupe qui est ici, en fait, je l'ai mis en full width. Et donc, il prend toute la largeur. Là, on n'a plus de limite de largeur. Là, on est bon. Donc, on a bien ces trois tailles, en fait, disponibles. Et on les règle, en fait, bah, bon, la démo était un petit peu longue, mais on les règle vraiment via le theme.json. Il n'y a vraiment pas d'autre endroit pour le régler. Content size 995 ou en PHP évidemment, ou 1358 ou 100%. Voilà, on a vraiment les trois tailles. Et vous allez me dire, alors je ne vais pas faire un tuto non plus. Hein. Là, on a bien les valeurs qui sont remplies ici. Vous allez me dire, ouais, super, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait d'autres largeurs. Eh bien oui, on peut, par exemple, là j'ai pas donc là j'ai mis inner block use content width, donc c'est 995 évidemment, toujours pareil. Et je peux lui dire que le content, au lieu de faire 995, il va faire 1200. Et là, j'ai une nouvelle taille qui est remplie, qui n'existait pas dans mon theme.json, et je peux quand même l'utiliser. Voilà. On peut, alors ça c'était, je vous fais voir parce qu'en fait, tout simplement, on n'est pas limité à ces trois tailles dans Gutenberg. On peut en créer d'autres comme ça, à la volée, en REM, ce que vous voulez. Et on peut créer d'autres largeurs. Donc on n'est pas limité. Donc ça c'est plutôt puissant parce qu'on n'a pas de limite au niveau des tailles. On peut en créer d'autres. Je vais revenir à la présentation parce que là, je me suis un petit peu éparpillé. Ensuite, en dehors des settings, en fait, on a une partie style, donc qui est très proche de tout ce qui est de settings, sauf que là, on règle les styles. Donc, on a des blocs, tous les blocs qui sont disponibles dans Gutenberg. Et normalement, on peut aussi régler des blocs custom, à partir du moment où ça prend le système en charge. On peut régler en fait l'aspect en fait, des éléments. Donc je parle de tout ce qui est, voilà, premier niveau, c'est les borders par défaut, etc., les couleurs, etc.
On peut régler les éléments, tout ce qui est... Alors celui-là, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, souvent, enfin moi dans tous mes sites, c'est réglé direct dans le template.json, tout ce qui est titre H1, H2, H3, machin, donc au niveau global, typographie, quelle police j'utilise, tout ça. Et on peut aller, évidemment, comme les settings, en fait, dans les blocs. Donc profondément dans les blocs, on peut définir que le H2, il a une autre couleur quand il est dans un groupe, par exemple. Voilà, on peut aller très loin. Faut pas non plus faire une usine à gaz et un truc trop compliqué, mais on peut peaufiner, voilà, suivant les demandes, et ça évite. Et tout ça, surtout, ce qui est important, c'est quand vous faites tout ça, c'est que déjà, l'éditeur, quand il va mettre le titre dans le contenu, bah, il est déjà stylisé, ou le bouton, il est déjà stylisé. Et puis, ça vous évite aussi de faire du CSS, parce que il n'y a pas besoin de mettre du CSS en plus pour changer la couleur du titre, ou des choses comme ça. Donc ça, c'est important, et c'est plutôt pratique. Et bah, du coup, je vais vous mettre une petite exemple de style aussi. Alors, j'en ai un autre. Alors, c'est parti, on va aller dans le... Hop, ici, on n'a pas fini. Donc là, je sors du settings et je mets styles. Et là, on va mettre des couleurs. Donc j'en ai une de préparée aussi. Hop. Vous avez vu, pour l'instant, j'ai pas fait de CSS et mon style commence, enfin mon site commence déjà à ressembler à quelque chose. Si je vais dans mon site, donc là j'ai mis la couleur, vous allez voir, je recharge. Hop là. Et la couleur a changé. Donc je viens de définir en fait un style donc global au niveau des couleurs. Le background c'est la couleur secondary et le texte bah, il est noir, hein, évidemment, j'aurais pu mettre autre chose. Mais de suite c'est pris en charge. Et toujours 0 CSS. Voilà. Pour l'instant je n'ai pas fait de CSS. Hein. Ok. Alors, présentation. Quelques exemples de réglage, donc je vous ai déjà fait voir des exemples de réglage, donc évidemment le layout qui est un truc un petit peu complexe à appréhender, même moi des fois je me plante un petit peu, vous avez vu en live. Le layout type constraint, c'est vraiment ce petit bouton qu'on a sur le côté là. Si je reviens dessus. Ici là, je suis en mode constraint. Si j'enlève, c'est un mode défaut. Ok. Donc en fait, il a deux types pour l'instant disponibles, c'est constraint ou default. Donc default, ça prend toute la largeur. Tu te débrouilles ce que tu as dedans. À toi de définir ce que tu veux. Ou constraint, bah, c'est par défaut, c'est le content size, et après on règle comme on veut. Donc ça, c'est important à comprendre. Il n'est pas évident, il faut vraiment s'entraîner là-dessus. La typographie. Au niveau typographie, donc là on est dans les configs, on peut avoir donc des réglages de typographie. Et il y a un truc super puissant, c'est qu'on peut faire des typographies fluides, etc. Donc pour la font family, déjà on a l'API, alors la fonte API qui est disponible. Vous définissez, je reviens là, vous définissez les polices, donc toujours en local, hein, ça ne prend que les polices en local. Vous définissez vos polices ici, dans le réglage, et ensuite derrière, vous avez la fonte API qui charge automatiquement pour vous les polices dans les pages, et important uniquement si elles sont utilisées. Les polices ne seront pas chargées si elles ne sont pas utilisées dans un bloc. Ça c'est hyper important, du coup c'est très bien pour la performance, parce qu'on évite de charger les polices pour rien. Et derrière, vous n'avez même pas besoin de gérer les fontes via CSS, il n'y a pas besoin d'intégrer les fontes. Donc, alors, pour la 6.4 qui devrait arriver prochainement, il devait y avoir la fonte librairie qui devait arriver. A priori, alors je l'ai barré parce que a priori c'est décalé. C'était pas totalement prêt, donc ils ont fait le choix de décaler la fonte librairie plutôt que de décaler la sortie de la 6.4. Du coup, là j'ai la 6.4, donc je vais juste vous faire une démo de comment ça fonctionne. Là, j'update. Alors, il suffit d'aller dans Editor, Style, Styles. Là, je suis dans mon style d'éditeur de site. La fonte librairie, comment ça va fonctionner, je vous fais voir. Ça devrait pas trop changer normalement. Je vais dans Typographie, ici. Donc là, j'ai accès à mon texte, mes links, tout ce qui est heading. Mes fontes sont là. Manage font. Là, j'en ai pas. Ok. Donc je peux en uploader comme je veux, si je veux. J'ai des fontes sur mon ordi, je peux les uploader, ou je peux aussi évidemment chercher des fontes chez Google. Par exemple. Donc je vais aller charger deux fontes. Moi j'aime bien Inter. Je sais pas si je vais la trouver. Inter, voilà. Je vais mettre la 400. Putain, je vais mettre la 600 aussi. Et j'installe. Ah. Error. Certainement parce qu'il n'a pas...
Alors, je sais pourquoi. Il faut que je fasse un folder. Là, je mets un font. Voilà. On va réessayer. 400 et 600. Voilà. Donc là, il m'a mis inter. Et je vais mettre une petite police pour les... Tiens, on va mettre celle-là. Non, c'est pas terrible ça. Qu'est-ce qu'on va mettre? Tiens, celle-là. On va mettre cette police, par exemple, pour les titres. Donc là, je charge mes deux polices. J'ai rien installé. Hein. Donc on voit déjà maintenant que j'ai deux polices disponibles. Alors moi, je vous assure, enfin je vous rassure, pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé en prod, ce système, c'est tout nouveau. J'ai découvert, voilà, comme ça. La plupart du temps, j'intègre mes polices directement dans le theme.json, mais je trouve ça plutôt pratique. En tout cas, pour la plupart des gens, ce sera plutôt pratique. Donc là, à partir de là, j'ai deux fonds disponibles dans mon site. Ok. Donc je vais aller dans texte, donc c'est tout ce qui est paragraphe, tout ça, tout ce qui est texte classique. Et là, je vais sélectionner. Donc là, je vois qu'il a déjà mis inter. Voilà. Donc là, je viens de régler, je vais sauver, je viens de régler la fonte inter pour tout ce qui est paragraphe. Tout à l'heure, j'en avais pas trop. Et après, tout ce qui est heading, on va aller là. Donc là, je peux éventuellement régler par type de titre. Là, pour la police, je vais prendre la all et je vais mettre la alpha slab 1. Alors, généralement, ça bug un peu, il faut recharger. Et voilà. Donc là, il vient de me mettre la police alpha slab 1 disponible. Donc, par défaut, là, maintenant, à partir de maintenant, si je vais sur le site, hop, on va faire comme ça. Si je vais ici, en fait, j'ai vraiment par défaut, et j'ai rien réglé au niveau de ma page. Si je vais dans la page, sample page. Là, j'ai rien sélectionné, en fait, hein, c'est vraiment... déconne un peu. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ah oui, mais ça, c'est le titre de la page, donc je peux pas le changer. C'est le style par défaut. Paragraphe, bah, j'ai accès maintenant. Déjà, la première chose, à fond de famille que je n'avais pas tout à l'heure. Et je peux... Donc par défaut, on voit bien que c'est inter. Donc il me met défaut. Et après, je peux changer hein, si j'ai envie. Je peux mettre celle-là si j'ai envie. Donc voilà, on a vraiment un style par défaut que l'on peut modifier comme on veut dans la page. Donc ça, c'est pas mal. Ce qu'on peut faire, ici, je peux pas... Alors les trois petits points, parce que je suis dans Gutenberg, dans l'éditeur de contenu, je peux pas exporter mon thème. Donc il faut que j'aille dans... Apparence Editor. On revient dessus. Je fais dans n'importe quoi. Je peux aller dans n'importe quoi en fait pour le faire. Hop, je fais l'export ici. Donc là, il va m'exporter normalement. Voilà. Il m'exporte en fait mon thème. Donc là, on voit que j'ai le thème. Donc dans mon VS Code, j'ai une version de thème sous forme de fichier. Là, il m'a exporté en fait la version du thème avec les dernières versions modifiées en base de données en fait. Donc ça, si je vais dans theme.json, que je l'ouvre, on n'a pas exactement le même thème, puisque là, maintenant, on a les polices disponibles. Voilà. Donc c'est plutôt intéressant, parce que j'ai juste à faire ça. Là, je l'ai exporté, je fais ça. Là, je suis dans mon fichier, dans mon thème. Je colle, et c'est terminé. Je viens de mettre à jour mon thème avec la dernière version du theme.json, et c'est la seule chose que j'avais modifiée finalement. C'est-à-dire que là, maintenant, si je veux, je peux faire comme ça, reset to default, et je viens de, si je recharge, vous allez voir si ça marche. Là maintenant, il prend la version fichier. Voyons voir. Non, il l'a pas fait. Il faut que je sauve. Je fais ça. Et là, normalement, il doit prendre la version fichier. Vérifier. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai plus de reset to default parce qu'il a pris la version fichier, donc il n'y a pas de modification. Donc là, je viens de mettre à jour en fait mon thème avec la version exportée. Et voilà. Et je prends le fichier par défaut. Ensuite, donc typographie, on a aussi pas mal de choses intéressantes. La typographie fluide en fait. Au niveau, alors ça, il y en a plein, mais ça, je vous montre 2-3 exemples. Font size, on peut avoir une typographie fluide. Donc on indique fluide pour une taille. On met un min et un max. Donc là, c'est le nom en fait. Normalement, on met un nom, tout ça. Là, minimum, ce sera cette valeur. Maximum, ce sera cette valeur. Et par défaut, je veux ça. Et donc, il va générer en fait ces variables-là avec la fonction clump de CSS qui est native. Hein, donc, c'est pas non plus, il n'y a pas de librairie JS, tout ça. C'est du natif encore. Et du coup, on a une taille de police
qui va être responsive, qui va s'adapter. Pour les petits écrans, elle sera plus petite, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi. Il y a plein de petits tips comme ça, en fait, qui sont pratiques, ça génère tout seul le code, et on n'a plus rien à faire à part régler le JSON. Si vous trouvez que c'est trop compliqué le JSON, alors les méthodes alternatives, ce que je vous ai fait voir pour la police, on peut passer par l'éditeur de site pour régler tous les styles, etc. Par contre, pour tout ce qui est config, on ne pourra pas. Les configs, c'est uniquement via le fichier. On ne peut pas régler la config dans l'éditeur de site, on peut régler uniquement les styles par défaut, comme je l'ai fait pour les polices, pour les headings, tout ça. Ok, c'est déjà pas mal, on peut régler beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce que je vous ai fait voir. On a également le guide de style qui est disponible ici. Donc je clique sur le petit œil. Et ça me permet d'avoir un guide de style pour mon site. C'est-à-dire ça m'affiche tous les blocs du site avec le style qu'ils ont. Donc là, on voit que mes headings, ils ont le style avec la police, les paragraphes, la bonne police, etc. Et on a à peu près tous les widgets, tout ça. Les éléments du thème, et puis on peut même avoir des choses qu'on a développées soi-même, des blocs personnalisés. Donc ça, c'est bien. Pratique pour avoir une vue d'ensemble. On a aussi les générateurs de thème.json, donc si vous faites une recherche, il y en aura plein. J'ai mis 2 exemples, VP Turbo qui permet d'avoir un générateur, ou Gutenberg DevTools, voilà, vous irez voir. De toute façon, les slides sont disponibles en ligne. Donc voilà, il y a vraiment différentes façons de faire. Après, c'est pas compliqué, il y a une documentation, tout ça, donc c'est faisable. Dernière chose sur le theme.json, super important, passez votre variable vp_debug à true, sinon vous allez avoir du cache. Donc tout ce que vous allez modifier directement dans le fichier theme.json, ça ne sera pas pris en compte parce qu'il y aura du cache, et du coup vous n'allez pas voir les modifications. Donc mettez à true. Généralement en local on est en true pour voir les modifications directement dans le site. Ok, tout ça pour le theme.json. Maintenant on passe aux patterns, aux compositions. Donc composition en français, c'est très important. Ça c'est un élément qui est hyper important, et du coup je sais, enfin depuis un petit moment, pour moi les patterns, j'ai trouvé ça, waouh, j'avais les yeux qui et le sourire tellement j'ai trouvé ça génial en fait que les patterns c'est une super idée, et pour moi c'est quelque chose de très, très important pour le full site editing et Gutenberg. Et la preuve en est, c'est que les thèmes que j'ai cités tout à l'heure, Oli ou 2024, utilisent beaucoup les patterns, plus que les blocs. Du coup, ça me rassure dans mon idée. Voilà, j'ai aimé les patterns et je vois que c'est très utilisé. Et c'est quelque chose que vous avez certainement beaucoup utilisé aussi parce que c'est très simple à mettre en place. Donc voilà, c'est des patterns, en fait, les compositions, c'est des éléments, donc des blocs, hein. Là, on a l'exemple que j'ai mis, c'est des blocs avec une photo, avec un titre, un paragraphe, un bouton. C'est des blocs, mais qui sont assemblés en fait dans un fichier. Donc en fait, c'est un assemblement d'éléments déjà prêts, déjà stylisés, et vous avez juste à cliquer pour le mettre dans la page. C'est vraiment puissant. Donc comme je dis, c'est simple à créer, c'est facile à utiliser pour les gens. Donc créer un pattern, c'est super simple. C'est disponible directement dans le sélecteur, un inserteur, comme on dit. Le preview, on a le droit, on a une preview pour voir sur quel pattern on est en train d'être. Au niveau du sélecteur, je parle. On clique et c'est inséré. Et en plus, on peut avoir des patterns synchronisés qu'on modifie à un seul endroit. Donc dans le pattern, en fait, c'est des fichiers PHP avec des commentaires obligatoires. Donc il y a 2 commentaires normalement qui sont obligatoires, c'est le title et le slug, qui permettent de repérer le pattern. C'est les 2 seuls. Après, il y a plein d'autres, donc il y a la doc qui est bien faite, il y a plein d'autres commentaires qu'on peut rendre disponibles des patterns pour certains custom post type, certaines catégories, etc. Il y a vraiment plein de commentaires qui permettent de régler comme on veut les patterns. Exemple, là j'ai mis inserteur no, ça permet de ne pas rendre disponible le pattern dans l'éditeur. Ça peut être utile pour... on a l'exemple sur le theme 2023, la page 404, il y a un élément, un pattern qui est intégré dans le template et qui n'est pas disponible sur l'inserteur. Donc voilà, parce que c'est pas nécessaire de l'avoir disponible. Voilà, ça c'est un très bon exemple. Alors je vais faire un petit exemple de pattern pendant qu'on y est. Vous allez voir. En fait, les patterns c'est auto-loadé. Et donc les patterns, pour les faire, en fait, on fait juste un folder. On met pattern. Et là, je vais faire un pattern tout simplement ici. Donc là, je suis dans l'index, on va sortir de là. Je vais dans ma page. Dans mon index. Non, je préfère aller plutôt dans le... Je préfère aller ici. Simple page. Ici, c'est mieux, voilà.
Donc je vais faire un pattern tout simplement. On va faire un petit groupe, comme ça. Ok. On va lui mettre un petit heading. Hello world. Et puis on va lui mettre un petit paragraphe. Alors ipsum, évidemment. Ok. À partir de là, je pourrais très bien lui mettre un petit bouton aussi pour call to action, on va dire. Hello. Bon, c'est cool. J'ai déjà un truc sympa. Qu'est-ce que je peux faire, tiens. Et si je mettais un texte au centre? Pareil pour lui. Hein. Je clique, voilà. Et puis mon bouton, c'est pareil, je vais le mettre au centre. Voilà. Donc là, on est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire... Alors là, je vais là. Je vais mettre un petit peu de padding. Un petit peu plus comme ça. Et là, je trouve plutôt sympa mon truc. Peut-être je pourrais lui mettre un petit background blanc. Donc on va dire que là, que je suis plutôt satisfait de mon petit pattern. Un petit texte violet. Donc ce que je vais faire, en fait, tout simplement, je vais faire un copy. Je vais copier le bloc. Donc là, je viens de copier le bloc. Et je vais aller dans mon pattern ici. Donc, il faut voir, hein. Pattern. J'ai pas de pattern, en fait, disponible. S'il est dans test. Non, d'ailleurs, il n'y a même pas, d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier. On va l'appeler hello.php. Je vais coller mon bloc. Là, mon bloc est collé. Par contre, un petit rappel, c'est du PHP. Donc, il faut des commentaires. Donc, mes commentaires, ils sont, comme je vous ai fait voir juste avant. Là, c'est prêt. Donc, les commentaires dans la présentation, ce que je faisais. Donc, il y a un title. On va l'appeler. Voilà, il me complète. Il me faut un slug. Donc, on va faire myItem hello. Et c'est tout. Là, je viens de créer un pattern. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on va virer ça. J'enlève. J'update. Je recharge. J'ouvre. Je vais dans mes patterns. Est-ce que je peux trouver un hello? Ah. Comment je l'appelais? Title hello. Peut-être je me suis trompé quelque part, non? Peut-être qu'il met du temps pour... Pattern. Title hello, slug. Ah ah, je sais, c'est le S. Important. S majuscule. Je recharge. 2 fois, comme ça on est sûr. C'est bien de faire des erreurs comme ça, vous savez. Donc, il ne le trouve toujours pas. Ok, c'est cool. Pourquoi il ne me le trouve pas? J'aime bien avoir des bugs comme ça me permet de débugger en live. 2024. On va prendre celui-là. Title, on est d'accord. Slug. Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai bien hello.php. Title hello. Slug. myItem hello. Catégorie. Non, normalement tout est bon. Je pense qu'il ne le charge pas juste. Alors c'est myItem, c'est la catégorie myItem qui ne doit pas exister peut-être. Si je mets que hello. C'est vrai que j'ai pas créé de catégorie peut-être. Alors c'est un peu con parce que ma démo du coup est foirée. C'est cool. J'ai dû me tromper quelque part, mais là je vois pas pourquoi. Banner. Title client 2024. Des fois, il suffit de sortir et de revenir pour. Je sais pas pourquoi il ne veut pas le prendre en compte. Peut-être là. Non, rien à faire. Il veut pas le faire.
Allons peut-être dans l'éditeur. Pattern. Il n'a pas trouvé. Je n'ai aucun pattern. J'ai dû me planter. Title, slug. Mais normalement, il est capable de faire comme ça en fait. Non, non, il ne la reconnaît pas en fait. Est-ce que je me suis planté dans le pattern? Non, c'est bon. Bon, peut-être un bug en fait, bah, je sais pas de quoi. Bref, ça casse un peu ma démo, mais c'est pas grave. Donc normalement, comme vous l'avez vu, je reviens. Il suffit de faire un dossier patterns, alors pour le coup, la démo marche pas, pour faire reconnaître en fait le... Ah, attends, je sais. Si je changeais le nom, si je mettais un test, je vais pas me laisser abattre. Peut-être le hello, il est déjà existant, ou... Je sais pas. Non, il va rien savoir. Hein. Qu'est-ce que j'avais comme... Est-ce que j'en avais mis un pattern? Ouais, j'ai celui-là. Est-ce que lui il va marcher? Non, il veut pas charger en fait. Réfléchissons, réfléchissons. Non, c'est plutôt bizarre en fait. À mon avis, c'est un bug soit du thème, parce que je vois pas trop là. Bon, on va pas passer 100 ans dessus. Tout ça pour dire qu'on peut de toute façon créer un pattern. Alors je vais le créer par là. On va faire un test. Je vais pas mettre de catégorie, il n'est pas synchronisé. Create. Là, je vais coller le truc de tout à l'heure. MyCTA. Voilà, ça je l'enlève parce que... On va enlever ça. Delete. Save. Voilà. Là, je viens de créer un pattern. Il est bien disponible ici. Alors, normalement, il aurait dû le reconnaître directement dans mon thème, mais là, ça n'a pas marché. Si j'exporte, export. En plus, il est là, hein. C'est ça qui est fou, en fait. Donc, je vois pas trop la différence. Il y a vraiment un bug quelque part. Bref, on avance. Donc, évidemment, c'est un autoload. Hein. Vous créez un fichier PHP. Donc, soit vous le créez dans l'interface éditeur, évidemment, comme je viens de le faire, qui est plutôt simple et rapide. Et après, on exporte. Soit vous créez directement dans le dossier pattern de votre template, de votre thème, avec VS Code. Ça peut arriver aussi que vous en ayez déjà disponible dans d'autres sites, donc vous les réutilisez, évidemment, ça c'est pratique. Alors il y a un truc hyper important, c'est que en fait c'est des fichiers PHP. Donc, dans le FSE, c'est quasiment les seuls fichiers qui sont en PHP, ce qui est plutôt... Bon, je ne sais pas trop pourquoi en fait, finalement. Mais alors attention, il faut savoir un truc, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous faisais voir l'inserteur en fait qui était... c'est ici. On voit que l'inserteur était à no en fait. Il faut savoir un truc, c'est que... On peut mettre du PHP dans les templates, dans les compositions. Je reprends le fil. Allez, on peut mettre du PHP dans les compositions, dans les patterns. Par exemple, je peux faire de la traduction de texte, comme ici, avec les fonctions natives de WordPress pour traduire le texte avec mon texte. Donc ça va fonctionner à partir du moment où il est en fonction, sous terme de fichier, en fait. Par contre, il faut savoir qu'à partir du moment où vous allez coller votre pattern dans votre contenu, ou que vous allez le modifier, et ben en fait, ça va devenir, le PHP va s'enlever en fait, ça va devenir tout simplement du texte statique HTML qui sera comme ça mon texte en fait. Donc en fait, c'est du PHP, oui, ça peut fonctionner sous forme de PHP. La traduction fonctionnerait là, si on n'édite pas le fichier pattern. Par contre, à partir du moment où vous allez l'intégrer dans un contenu, dans un template ou n'importe quoi, et ça marche, c'est pareil pour les footers ou les headers, hein, c'est tout ce qui était part et tout ça, c'est la même chose. À partir du moment où vous allez l'intégrer, même dans un footer qui va être lui-même intégré dans un autre et qui va être édité à un moment donné, le texte PHP, avec la fonction, va se transformer en texte statique et ne sera plus traduisible. Ça, c'est quelque chose de très très important parce que
On entend souvent dire qu'on peut mettre du PHP dans les patterns, tout ça, mais en fait, oui et non. Attention, ça fonctionne si c'est un fichier. À partir du moment où ça devient une modification en base de données, ça devient du texte en fait, et ça marche pour tout, hein. Si vous mettez une date ou n'importe quoi, ça fonctionne comme ça, donc ça ne sera pas interprété, donc ça sera plus du fichier PHP. Donc ça c'est quelque chose à comprendre, parce que sinon vous pouvez chercher pendant longtemps pourquoi votre texte n'est pas traduit. Autoload, j'en ai déjà parlé. Évidemment, on peut faire des catégories. Hein, dans un thème, vous avez un thème spécifique que vous avez développé, vous voulez faire une catégorie pour ce thème pour que la personne retrouve les patterns, bah, c'est possible. Les patterns synchronisés. Il suffit en fait de synchroniser. Si je vais dans mon site là, je vais dans mes patterns. Lui, je peux normalement. En fait, il faut aller dans le contenu, ce sera plus simple. Page. Simple page. Là, je vais coller mon pattern. Ah, celui-là, voilà, une catégorise. Donc lui n'est pas catégorisé. Je l'insère. Je sélectionne mon pattern complet et je vais faire en sorte. Je crée un nouveau pattern que je veux appeler test 5. Et là, je dis bien qu'il est synchronisé. Okay. Je crée. Ça veut dire quoi? Donc là, à partir de là, j'ai un pattern synchronisé. Donc là, il est différent. Le petit logo est violet. Ça veut dire que si je fais... Alors, je vais sortir de là. On va aller là. Je vais mettre un deuxième pattern. Donc là, on voit qu'il y a une différence. Il y a celui de base et le synchronisé qui est ici, qui est en violet. Je l'insère. Et là, donc, j'ai deux patterns identiques. Alors, ça marche pareil sur une autre page. Si je l'avais mis sur une autre page, ce serait exactement la même chose. Et là, la chose qui est magique, c'est synchroniser. En fait, les deux se changent ensemble, parce que là, évidemment, c'est sur la même page. Mais si je vais modifier, en fait, si j'avais eu ce pattern sur une autre page, et que je le modifie ici, ça va modifier aussi sur l'autre page, en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Ça permet, en fait, surtout d'avoir des éléments qui sont synchronisés, et vous n'avez pas besoin de les modifier sur chaque page, en fait. Et ça, c'est important, parce que le pattern, après, une fois qu'il est inséré, c'est difficile de le retrouver, de le modifier. Donc en faisant ça, en fait, par exemple, on peut très bien imaginer un call to action sur la newsletter ou des choses comme ça. C'est voilà, très bon exemple. Vous avez un bloc, un pattern newsletter, inscrivez-vous à la newsletter avec le champ, tout ça, machin. Évidemment, vous le mettez sur plein de pages parce que voilà, c'est un call to action. Et bien, vous pouvez le modifier avec un synchronisé. Vous pouvez le modifier à un seul endroit et pas repasser sur toutes les pages ou sur tous les templates où il est disponible. D'ailleurs, généralement, il faudra le mettre plutôt dans le template. Mais voilà, ça permet de faire ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, voilà, très important. Voilà l'exemple que je reprends l'exemple. C'est exactement ce que je vous ai fait voir. Le pattern directory, donc c'est la chose là que l'on a ici. Je vais dans les patterns et que je fais un truc comme ça. Là, il est en train de charger et puis il me fait voir des. D'ailleurs, non, ça c'est Castart. Je sais pas si c'est des plugins ou. Voilà. Je sais pas si c'est des plugins, mais on a aussi il y a un répertoire de patterns qui est disponible sur WordPress. WordPress.org ou je sais plus. Ça, je le désactive à chaque fois, direct, parce qu'en fait, les patterns sont hyper mal codés, le style est intégré, c'est des pixels, les polices, tout ça. Personnellement, je le dégage direct, parce que c'est une saloperie. Et vous allez vous retrouver avec des patterns dans tous les sens qui correspondront pas à la maquette, tout ça. Donc ça, moi, je le désactive. On peut locker aussi. On peut locker des patterns pour qu'ils ne soient pas modifiables. Vous avez fait des patterns, vous pouvez les locker. Donc il y a une fonction, si je vais là, celui-là il n'est pas bon, alors je vais enlever les deux. On va faire comme ça. Voilà. Si je vais là, je remets le pattern de base qui n'est pas synchronisé. Je peux, on va remonter là, je peux le locker. Là, si je clique lock, je peux le locker pour éviter les mouvements et empêcher même de l'enlever si j'ai envie. Et je peux appliquer ça à tous les blocs à l'intérieur. Du coup, là, je n'ai plus la possibilité de bouger en fait. Là, je ne peux plus bouger en fait mon titre et mon paragraphe. Je ne peux pas mettre le titre en dessous du paragraphe et le bouton au-dessus. Donc ça, évidemment, c'est pas pour bloquer les utilisateurs, c'est juste pour éviter qu'ils fassent des erreurs en fait.
sans faire exprès, mouvement de souris, je déplace le bloc, ah mince, j'ai cassé le pattern, comment je fais, machin, bidule. Donc là, on bloque le pattern, mais on peut quand même le modifier, évidemment. Voilà, donc la personne peut éditer le contenu, mais ne peut pas soit supprimer, soit déplacer un élément. Ça, c'est pratique. Et on peut en fait, voilà, toujours pareil, je vous ai déjà fait voir, on peut empêcher, alors parce que n'importe quel éditeur peut déverrouiller le pattern. Après, voilà, on peut le laisser faire. Hein. Après, s'il sait ce qu'il fait, il faut quand même faire 2-3 clics. Donc, déverrouiller un pattern, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait. Il a le temps de réfléchir pendant qu'il déverrouille. Sinon, si vous voulez empêcher les éditeurs de déverrouiller, ou certains utilisateurs, tout ça, il y a des fonctions disponibles. Il y a un filtre, en fait, qui est là, qui est disponible. Il y a un exemple où on peut empêcher de débloquer les patterns. Donc ça, c'est pas mal. Le blocage est plutôt intéressant. Limite des patterns. Une fois que ça s'est dans le contenu, en fait, le pattern devient un simple bloc. C'est-à-dire que enfin, je vais là. Alors, je vais le déverrouiller du coup. Hop. Apply. Quand je suis là, en fait, mon pattern, en fait, c'est juste un groupe, un titre, un paragraphe et un bouton, en fait. Il n'y a pas de... Voilà, c'est représenté par des blocs. Du coup, c'est difficile. Si je mets des patterns, en fait, j'ai un pattern qui a été défini, construit, et il est inséré dans plusieurs contenus, et que je modifie ce pattern, le pattern de base, en fait, le fichier, c'est difficile, en fait, de répercuter le changement sur les patterns qui sont déjà intégrés dans les pages. C'est même impossible, en fait. Parce qu'en fait, on ne peut pas le repérer, on ne peut pas l'analyser, on ne peut pas faire un filtre qui va aller dans toutes les pages, etc. Ça n'existe pas. C'est pour ça déjà qu'on utilise soit donc déjà les patterns synchronisés, voilà. Soit on fait des template parts qui, eux, seront très proches du pattern, et du coup, ils ne sont pas intégrés comme un contenu, comme on a vu sur le pattern, mais plutôt comme un template part. Ça représente toujours un template part. Donc si vous modifiez le template part, bah, ça va modifier le contenu dans toutes les pages. Et sinon, dernière solution, les blocs. Alors les blocs, c'est vraiment la dernière solution, parce que évidemment, j'en parlerai un petit peu après, mais c'est pas évident les blocs à développer. Template, on a déjà vu pas mal de choses. Donc comme j'ai déjà dit, c'est 100% HTML, donc plus de PHP et tout ça. La hiérarchie des templates reste la même. C'est-à-dire que j'espère, très sérieusement, que vous connaissez ça, la hiérarchie des templates dans WordPress. Comment afficher une catégorie, machin, tout ça, personnaliser même jusqu'à l'ID de l'élément. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir des points PHP, on a des points HTML. Mais la hiérarchie reste exactement la même, donc on peut faire des archives.html, des singles.html, etc. Donc c'est la même chose, on garde la même chose. Il faut garder, c'est pour ça qu'on peut réutiliser en fait des templates de projet en projet, parce qu'en fait, il faut garder les templates le plus simple possible, le plus minimaliste possible en fait. Ça évite de se retrouver avec des gros pavés dans les templates. Exemple, là j'ai mis un exemple, c'est un template index que je pourrais d'ailleurs reprendre même presque pour le site, la démo. On a le header, le footer en haut, en bas, classique, on a le contenu principal. Ici on voit qu'au lieu de mettre le code du pattern dans le template, j'appelle un pattern. Ça évite d'avoir déjà une répétition de code, et ça évite d'avoir des templates trop lourds, trop chargés, trop de tags, etc. Pareil, j'ai un template parts pour les commentaires. Voilà. Donc là, on voit que mon template est plutôt minimaliste, et du coup facile à maintenir, et en plus réutilisable, parce que c'est facile à modifier. Ça, c'est important. Voilà, je donne un exemple de code. On peut intégrer des patterns. Donc c'est plutôt pratique d'intégrer des patterns, ça évite... On a un pattern central, on l'intègre dans un template, et on maintient que le fichier du héros. Template parts, pareil, simple, et ça représente... Quand vous regardez le code source d'un template, c'est toujours VP de template parts. Il ne va pas mettre du groupe, des headings, tout ça, comme il va faire pour le pattern. Et évidemment des blocs, pareil. On va intégrer des blocs. Dans les templates, c'est important d'intégrer des blocs parce que je prends l'exemple d'un site récemment que j'ai fait avec une partie emploi, une partie job. Le template du détail de l'emploi, sur chaque template, en fait, en bas, il y a un formulaire pour postuler, en fait. Et le formulaire est disponible dans le template et non pas dans le contenu. Donc c'est intégré et la personne qui rédige l'offre d'emploi n'a pas à se soucier de mettre le formulaire, etc. Donc ça, c'est pratique. Les blocs. Alors les blocs, c'est... vous connaissez tous les blocs. Il y en a de base dans le WordPress.
Question, statique ou dynamique? Est-ce que vous connaissez la différence entre un bloc statique ou un bloc dynamique? Alors, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment. C'est simple. En fait, le bloc statique, en fait, c'est un. Si je prends le heading, c'est un bloc statique. C'est-à-dire que mon bloc heading, et c'est pareil pour un bloc que j'aurais développé moi, hein. Le bloc heading, c'est un bloc statique parce qu'une fois que j'ai mis le texte sur mon titre et que je sauve le titre, enfin je sauve le contenu, donc du coup je sauve le titre, le texte est figé. Il ne changera pas. Il va être affiché comme il est enregistré en fait. Un bloc dynamique, c'est un petit peu différent. C'est plutôt approprié pour tout ce qui est éléments dynamiques, comme des listes de postes, par exemple. Voilà, toutes les choses qui peuvent changer, où il y a une requête de base de données qui va afficher des choses qui peuvent changer en fait en fonction voilà, de la requête, etc. Donc les blocs dynamiques sont plutôt rendus avec du PHP. En fait, c'est un bloc qui derrière un rendu serveur PHP. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Donc quand on développe, déjà, il faut savoir ça, qu'il y a une différence, statique ou dynamique. Donc créer un bloc. À quel moment on va créer un bloc? Quand on a un champ personnalisé à afficher. Parce que du coup, c'est pas possible avec les blocs de base. Donc il y a des solutions. Il y a des blocs disponibles pour sélectionner le champ qu'on veut afficher, etc. Il y a déjà des solutions. Mais si on veut faire un bloc nous-mêmes, voilà, on a un champ personnalisé, ACF, il faut qu'on l'affiche, on fait un bloc. Si on veut créer des éléments réutilisables, la FAQ que je donnais l'exemple tout à l'heure, des carousels ou des choses comme ça, même si le carrousel, c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on peut étendre un bloc de base avec du CSS et le transformer en carousel. Voilà, ou quand on veut afficher du code HTML qui est différent de tous les blocs qu'on a disponibles, comme je vous expliquais, le code des templates, tout ça, c'est des blocs. Donc si nous, on veut insérer un code différent de ce qu'il y a dans les blocs, eh ben, il faut créer un bloc. Donc créer un bloc, très honnêtement, c'est pas simple. C'est accessible, il y a des docs, tout ça. La doc vaut ce qu'elle vaut. Mais il faut connaître le JavaScript, il faut connaître React. Bon, il y a de plus en plus de gens qui connaissent. Il faut installer Node sur la machine, etc. Parce que ça se fait en local, etc. Aujourd'hui, il y a des fonctions qui permettent voilà, de créer des blocs facilement. Après, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Mais dans l'ensemble, c'est quand même faisable, mais c'est pas clairement à la portée de tout le monde. Il faut quand même avoir des compétences. Donc, ce que je recommande, en fait, c'est de développer des blocs avec ACF. Alors, je suis pas payé par eux. ACF, c'est pas quelque chose qui est gratuit. Il y a une version gratuite, il y a une version payante. Mais ACF, pour toutes les agences, c'est quasiment utilisé sur tous les projets, je pense. Moi, je les utilise sur tous les sites, clairement. Et ils ont une méthode pour créer des blocs assez facilement. Alors, c'est que des blocs dynamiques, il n'y a pas de bloc statique, c'est toujours du bloc dynamique avec un rendu PHP. Mais pour afficher des champs personnalisés, tout ça, ACF, c'est assez pratique. On peut rajouter des fonctions avec. Donc, du coup, on rajoute des champs ACF sur le côté de la colonne pour définir les réglages du bloc, etc. Donc, c'est plus accessible, plus facile à faire pour n'importe quel développeur PHP. Ça peut faire le job. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Alors, évidemment, ça crée une dépendance avec ACF au niveau de votre thème, tout ça. Mais bon, comme je vous dis, la plupart des agences, des professionnels utilisent ACF, donc c'est pas vraiment gênant. Donc, je vous recommande ACF pour développer des blocs vraiment spécifiques à votre thème. Si par contre, imaginons que vous avez des blocs qui sont vraiment utilisés sur... vous êtes sûr que vous allez les réutiliser sur plein de sites que vous allez faire, peut-être passer par un custom avec le vrai, avec un natif, quoi, je veux dire, avec le vrai système de WordPress, React, tout ça. Parce que du coup, le temps investi en vaut la chandelle, puisque vous allez le réutiliser, tout ça. Donc, puis après, c'est toujours intéressant d'apprendre une nouvelle techno. Comme je vous disais au début, je fais des sites pour la Suisse et la France, donc on a des sites multilingues obligatoirement pour la Suisse. Donc le multilingue avec le FSE, c'est pas natif encore. C'est prévu dans la phase 4 de la feuille de route à long terme, donc c'est pas encore de suite parce que le collaboratif passe avant, je sais pas pourquoi, on sait pas non plus, enfin il n'y a pas grand monde qui sait pourquoi le collaboratif arrive, donc pouvoir éditer à plusieurs le contenu. La version, voilà, la phase 4 sera un petit peu plus tard, 2024 je crois. Donc c'est pas encore natif dans le FSE. On a évidemment des plugins, donc Polylang qui est un excellent plugin qui du coup prend en charge le FSE en mode pro uniquement, donc la version payante, parce qu'il y a une version gratuite de Polylang, une version pro. C'est que la version pro qui prend le FSE. Donc moi j'ai, pour le coup, pour les versions free, j'ai des fonctions en fait qui permettent de passer au-delà de ça.
Donc j'utilise le filter qui permet de modifier la hiérarchie des templates qui est donnée pour qu'il recherche les templates disponibles pour afficher le contenu. Donc j'utilise ces filtres et en fait je lui rajoute des templates, des noms de templates avec le tiret et la langue en fait. Du coup s'il tombe sur un index-fr et que c'est la langue FR en cours ou EN anglais, ben, il va prendre ce template et l'afficher en fait. Du coup j'arrive à gérer le multilangue grâce à cette fonction. Alors elle fonctionne déjà, elle est encore à améliorer mais elle fonctionne déjà pas mal. Donc soit vous utilisez Polylang en version pro, vous payez, soit vous utilisez cette fonction qui fonctionne plutôt pas mal. Moi je l'utilise déjà sur plusieurs sites. DoEPML qui est plugin assez connu, assez gros, lui prend en charge aussi le FSE, il gère la traduction des patterns, des blocs, tout ça, tout est traduisible. Alors, WPML n'est pas facile à prendre en main, de toute façon c'est connu pour ça. Il y a un truc qui est assez bizarre, c'est que par exemple, quand vous êtes dans l'éditeur de site, il ne trouve pas forcément les patterns et les templates. Tant que vous avez pas modifié le template, il va pas le trouver en fait. Il va aller chercher dans la base de données. S'il trouve rien, il va dire qu'il n'y a pas de template. C'est assez bizarre. Moi, je trouve plutôt étrange. Donc après, une fois que vous avez sauvé votre template, bah, il va le trouver. Et là, vous pouvez modifier et faire une langue supérieure, une autre langue en fait de votre truc de base. Assez étrange. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc ça prend en charge le FSE. Voilà, l'interface, là on voit WPML, on voit bien les patterns, templates, tout ça, tout est disponible pour la traduction. Alors je vais finir par des librairies et des ressources. Évidemment la doc officielle, hein, tout ce qui est block editor, donc il y a tout est expliqué. Il y a un site qui est plutôt pas mal, qui est tout en anglais, mais qui n'est pas très compliqué à lire, fullsiteediting.com. Alors le site est, est plutôt moche, mais par contre il est hyper complet et il est mis à jour en fait régulièrement. Donc voilà, celui-là il est pas mal. Allez le voir. Il y a TensUp, une agence, je sais plus de où, qui a fait un petit guide pour Gutenberg avec des explications pour le développement, tout ça. Donc ça c'est plutôt pour les agences. Il explique plein de choses importantes. Pareil, il est en cours, il n'est pas fini, mais il est en cours. Il y a des blocs librairies, évidemment. J'en ai mis deux, là, comme ça, Layout Grid, qui permet... Alors ça, c'est un qui est développé par Automatic, qui permet de faire des grids un peu plus avancés. CoBlock, enfin voilà, il y en a plein. Les thèmes. Alors évidemment, les blocs librairies, attention de ne pas en mettre trop, parce qu'au niveau performance du chargement de l'éditeur dans l'admin, ça va forcément impacter. Donc attention à ça. Utilisez uniquement ce que vous avez besoin. Ne mettez pas 200 blocs, parce que déjà, ce sera compliqué de s'y retrouver, et puis il y a plein de choses qui vont être en doublon, qui ne vont pas servir, etc. Les thèmes, c'est Oli, qui devient vraiment très populaire, là, ces derniers temps. Après, il y a Cadence, il y a Spectra, il y en a plein des thèmes. Pareil, le 2024, qui est super intéressant, qui arrive bientôt, mais qui est déjà dispo au niveau du code source. Pour Figma, il y a johannes-vp.com, qui est un starter pour Figma, pour pouvoir faire du Gutenberg, du FSE, et ensuite, alors j'ai pas regardé en détail, mais on peut normalement exporter les variables, tout ça. Pas mal. Et donc voilà, comme je disais, 2024 qui arrive dans la version 6.4, qui sera le thème par défaut, et qui est, regardez-le, parce qu'il est vraiment très intéressant. C'est le bon exemple pour comprendre comment construire un thème FSE. Et vous allez voir qu'il y a énormément de patterns utilisés. Donc les patterns, c'est vraiment le point central en fait des thèmes FSE. Voilà, je vous remercie pour d'avoir suivi cette longue vidéo, parce que là, j'ai fait un petit peu long. Mais bon, il y avait des démos, tout ça, donc regardez-la en plusieurs fois. Et puis, enfin, en plusieurs morceaux, pas en une fois, à moins que vous ayez le temps. Et puis, je vous retrouve bientôt sur d'autres vidéos, d'autres conférences. Merci.